Shalom, peuple de Dieu. Merci de nous recevoir chez vous. Quand je dis nous, c'est donc le magazine Menuram, votre magazine socio-chrétien qui vous apporte la parole de Dieu chez vous et qui vous édifie au travers de ces différents thèmes y exploités. Ce soir, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous un invité. C'est le pasteur Tim Grace. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection, avec qui aujourd'hui nous allons en histoire. Nous allons parler de la Convention de Genève. Bonsoir, pasteur Tim Grace. Bonsoir, ma sœur Clémence. Pasteur, aujourd'hui nous sommes en histoire. Oui, un peu de tout. La Convention de Genève. Oui. Pasteur, étiez-vous déjà né lors de la Convention de Genève? Non, Convention de Genève, je pense bien. Ma mère même, elle avait quel âge, je crois 4-5 ans. Si ma mère avait cet âge-là et moi, donc. Ah, vous êtes encore dans les pensées de Dieu. Oui, l'éternité auprès de l'éternel. Mais vous l'avez quand même appris à l'école. Oui, nous avons appris à l'école parce que moi, sans citer le nom, sans vouloir le citer, j'étais au complexe scolaire Cardinal Maloula et où j'ai quand même appris l'histoire et c'était très bien. Ok. Pasteur, parlez-nous brièvement de la Convention de Genève. La Convention de Genève, il s'agit de la convention qui a été signée en 1949, au fait, avec leur protocole additionnel. C'est une convention qui a été faite après la guerre mondiale de 1945. Cette convention relative au traitement des prisonniers de guerre a été signée le 12 août 1949. C'est une convention très importante parce qu'elle contenait les règles essentielles du droit international. La Convention de Genève, c'est une convention en fait humanitaire, fixant certaines limites et les barrières contre la guerre. C'est comme ça que nous parlons en synthèse en peu de mots de la Convention de Genève. Pasteur, qui en était l'initiateur? Oh, l'initiateur, c'est en fait l'initiateur de la Convention de Genève. Oui. C'est le Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge. Tout part du Comité international de la Croix-Rouge de Genève, qui avait le souci de protéger le soldat. Donc, dans l'esprit du comité, protéger le soldat blessé et tenir compte de chaque personne et chaque acteur qui était dans cette guerre-là. C'est ça le souci de l'initiateur, en fait, le grand comité au niveau international. Mais aussi, il faudrait qu'on le dise, ceux qui ont signé, qui ont participé à cela, il n'y avait pas seulement l'initiateur, il y avait aussi les auteurs. Même ceux qui avaient créé cette guerre. Je ne veux pas citer ou attribuer la responsabilité à une nation pour la guerre de 1945. Mais j'étais en train de dire ceci, qu'il faut remarquer bien que ces conventions-là sont signées, ont débuté par l'initiateur, mais sont signées par même les mêmes personnes qui étaient à la base de la guerre. Des antagonistes, mais qui se sont convenus, qui se sont dit, non, mettons-nous et signons. Pasteur, en 1949, c'était en pleine guerre, après ou pendant non, 49, c'est après la guerre. Après la guerre. La première ou la deuxième guerre mondiale? Non, la deuxième guerre mondiale de 1945. La guerre n'a pas duré celle qui a commencé de 40 à 45. Et juste après la guerre, il fallait quand même qu'il y ait un temps de répit. Et pour ce temps-là, ils se sont dit, bon, trouvons un juste milieu. Et les tractations ont commencé, les négociations, jusqu'à ce que le 12 août 1949, ils vont signer ce traité. Je peux même donner les nations qui ont participé à la signature. Allez-y, pasteur. Il y avait, je crois, plus ou moins 12 nations. Je peux les citer parce qu'il y a le grand duché de Bade, il y a la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le grand duché de Hesse, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, le Royaume de Prusse, la Suisse et le Royaume de Wurtemberg. Ce sont ces nations-là. En fait, 12. Mais lorsqu'on suit très bien, ce n'est pas les mêmes nations que nous avons aujourd'hui. Il faut se dire vrai. Il y a eu des changements de nom, des changements de nations. Vous demander, pasteur, les grands duchés de Bade. Non, mais ce sont ces nations-là qui, en se divisant ou en se coalisant, deviennent par exemple la Russie, par exemple le Royaume-Uni. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que nous entrions dans cette étape à l'époque. On n'avait pas les mêmes noms. C'était les pays de l'Europe. De l'Europe, au fait, de la guerre mondiale, la paix a commencé entre les pays de l'Europe. Et l'Allemagne actuelle à l'époque, ils étaient dedans.
Et ils ont trouvé que non, trop c'est trop. Qui a été un initiateur? C'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a dit non, mais de cette façon, vous nous donnez trop de travail. Et la Croix-Rouge, c'est en Suisse. Donc, on parle de Convention de Genève parce que tout commence à Genève. Voilà pourquoi on parle de Convention de Genève. Pasteur, mais les 12 pays signataires de la Convention de Genève ne pouvaient pas signer quelque chose sans en connaître ou sans en savoir plus. Donc, il y a eu quand même des clauses. Oui, mais écoutez, comment on va signer un document sans connaître qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Alors, pouvons-nous connaître ces clauses? Bien sûr. Les quelques clauses, les bases qui étaient dans la Convention de Genève. Un, il y avait la protection des malades et des blessés des forces armées en campagne. Ça veut dire les forces armées terrestres. Il fallait les protéger. Une personne qui tombe en pleine guerre, à l'époque, on l'abandonne et on y va. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous le regardons même dans les films. Vous verrez qu'une personne qui tombe, son frère ou son ami ou son compagnon ou celui qui est avec lui en guerre, même si il l'a raté dans la caserne. Mais là, il est obligé de le prendre. C'est dans les conventions. C'est dans les conventions. Protection des malades et blessés naufragés dans les forces armées sur mer. C'est-à-dire non seulement au niveau terrestre, mais sur mer aussi. Au Dindi Namai, alors désormais, Moutanindi Botika a été. Allons le chercher. C'est ça la Convention de Genève. Là, c'est le deuxième point. Troisième point, le traitement des prisonniers de guerre. Lorsque vous attrapez quelqu'un, aux français et aux yeux italiens, ok, ne le tuez pas, ne le tapez pas. Alors, comment on va le traiter, les prisonniers de guerre? C'est dans la Convention de Genève. Quatrièmement, la protection des populations civiles. Parce que vous êtes en guerre. Quelle vient faire la souffrance de la population civile? Ce sont les 4 clauses majeures, principales, sans tenir compte des statuts, règlements, d'ordre et tout le reste. Mais les 4 clauses, protection, pensez à la protection de ceux qui sont blessés dans l'armée terrestre, de ceux qui sont blessés dans l'armée, des naufragés qui se sont noyés. Pensez à tout ce qui est de la population civile et pensez aussi aux prisonniers. Aux prisonniers. C'était ça les 4 clauses. Pasteur, la Convention de Genève, combien de conventions de Genève y avait-il? Est-ce juste celle de 1949 ou il y en a eu d'autres? Non, la Convention de Genève, retournons à l'histoire. Tout ne commence pas en 1949. Ça commence parce que vous avez parlé du 12 août. Je parle du 12 août comme 1949. La date de la conclusion des documents qui ont été signés. Mais bien avant déjà, en 1846, il y avait déjà des tractations, des négociations, il y avait déjà des documents signés. C'est-à-dire, lorsque je parlais... Toujours avec les 12 pays européens ou d'autres? Toutes les autres nations étaient en train de réfléchir là-dessus. Parce qu'il y avait déjà des tiraillements à gauche et à droite. Et c'est à partir de ces dates-là que, parce que vous avez parlé de l'initiateur, l'initiateur, le Comité international de la Croix-Rouge, va initier maintenant cette affaire de penser à la protection. D'ailleurs, à l'époque, eux, ils ne pensaient même pas à toutes les clauses que nous avons citées ici. Ils se limitaient juste comment prendre en charge les blessés de guerre. Là, en 1800... En 1864. Donc, ils ont déjà présenté l'affaire en termes de prise en charge des blessés de guerre. Les conséquences de guerre. Si guerre il y avait, à l'époque, il n'y avait pas encore la guerre mondiale. C'était peut-être guerre entre la gauche et la droite. Mais s'il y a guerre, est-ce que nous devons abandonner ces gens? La Croix-Rouge devait établir un document. Et voilà pourquoi ils ont signé déjà à cette époque-là. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, malgré la signature, il y a eu la guerre mondiale de 1940 à 1945. Voilà pourquoi ils vont encore revenir sur des négociations. Et cette fois-là, ce n'est plus seulement la Croix-Rouge. Maintenant, toutes les nations, c'est pourquoi j'ai dit, même les auteurs de la guerre, ils sont revenus, ils se sont dit, hé, t'es Tolekissi. Tolekissi, non, on ne va pas faire comme ça. Signons un document pour qu'il y ait quand même des règles de jeu. Comment au niveau des animaux, il y a des règles de jeu, pas au niveau des hommes. Même si c'était la guerre, même si la guerre, c'est pour tuer. Mais sinon, quand même, des conventions. Et c'est pourquoi on parle de la convention ou les conventions de Genève. Parce qu'il y a plusieurs clauses et ça a été signé à plusieurs... D'ailleurs, revu parce que, vous savez, avec la convention de Genève, on voit
la participation de l'ONU, la naissance de l'ONU. L'ONU est venue après la guerre mondiale. C'est parmi les clauses au niveau international. Voilà pourquoi l'ONU aussi viendra et mettra sa touche. Et il va y avoir l'association des nations autour de l'ONU, ainsi la négociation qui va conduire à la signature de 12 août 1949. Ainsi, c'est jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Partons de ces explications si haut fournies. Pouvez-vous nous aider à nous donner quand même une définition de la convention? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une convention? D'une manière générale, une convention n'est autre qu'un engagement juridique. Un engagement. C'est-à-dire c'est un engagement. Ok. Un engagement juridique devant avoir des effets dans le droit national comme dans le droit international. Donc lorsqu'on dit convention, on voit l'engagement juridique. Un engagement signé. Parce que quand je dis juridique, les gens vont dire, ah, pasteur, non, non. J'allais demander un engagement, donc on doit aller les signer ou bien prendre cet engagement juste devant les juges. Non, non, c'est-à-dire c'est un acte. Se faire accompagner de un acte qui doit être signé. Un engagement qui, au niveau national comme international, qui doit être signé est appelé une convention. Et qui peut vous lier si tu n'as pas bien lu les clauses. OK? Mais on ne peut pas se limiter là. Il est synonyme à un traité. Ça peut être un traité. On peut dire aussi que c'est un contrat. Une convention est une entente. Une convention peut aussi être un partenariat. Pasteur, les conventions ne doivent être signées qu'entre États? Non, non, ou non. entre deux personnes aussi? Non, les conventions peuvent être signées entre deux personnes. Entre deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme, ou deux hommes, ou sinon deux nations aussi. Entre deux présidents de la République, c'est-à-dire le président de la gauche et le président de la droite. Prenons par exemple, nous qui sommes ici en République démocratique du Congo, nous avons notre voisin congolais de Brazzaville, ils peuvent se voir entre les présidents. Ils signent des conventions, ce sont des ententes. En tout cas, pour la frontière, c'est aussi une convention. Alors, est-ce que Tokoyo Kanate, comment ça va se passer? Quelles seront les clauses pour la traverser? Là, c'est une convention, mais ça peut être appelé une entente ou un traité, tout dépendant du concept qui sera utilisé. Pasteur, s'il vous plaît, dans la convention, on cherche quoi exactement? Au fait, dans la convention, on cherche à établir une alliance, une entente, une négociation, un climat de paix, un climat, une ambiance qui va vous gérer de sorte qu'il n'y ait pas antagonisme. On ne cherche pas les intérêts. Non, 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 non. Lorsqu'il s'agit d'intérêts, ça devient... Que moi, je vais gagner quoi? Non, 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 non. 50-50. Voilà pourquoi je dis que la convention est juridique. Vous devez vous mettre et échanger avant de signer. Si tu constates que ce que nous voulons faire, c'est une question de win-win, non, mais tu peux résilier le contrat. Si vous avez déjà signé, tu peux te dire non, je ne signe pas. Tu es libre. En fait, dans la convention, c'est un équilibre au fait qu'on cherche. On cherche juste, il y a l'équilangate, et on cherche une entente. Pourquoi j'aime bien le concept entente ou partenariat. On devient de partenaires, en fait. Pasteur, en nous apportant ce soir la Convention de Genève, un sujet comme Convention de Genève, que voulez-vous nous présenter exactement? Mon souci, peut-être que les gens se poseront des questions. Oh, Convention de Genève, qu'est-ce que nous allons en faire? Mon souci, c'est le mariage, en fait. Pasteur. Convention de Genève. Oui. On parle de la guerre. Oui, on parle... Quel pasteur? La convention et le mariage. Non, ça peut, ça peut pas se faire. Si, il y a un lien. Comment vous allez présenter le mariage quand on parle des guerres comme ça, pasteur? Le problème, c'est lequel? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que des personnes en guerre, des antagonistes, des personnes qui ne se comprennent pas, des personnes qui ont eu du mal à accepter que ils sortent les armes, ils vont et commencent à tirer. Et après un moment, ils s'appellent, en tout cas, Boucher, cessez le fait. Cessez le fait, mettons-nous, échangeons. Mais où est le lien entre la convention et puis la guerre et le mariage? Mais voilà, c'est-à-dire le partenariat, le fait d'unir les gens. Ils se sont dit non, non, unissons-nous un peu pour échanger.
C'est par là, c'est de là que je tire mon message. C'est-à-dire, comment les lions se sont convenus que les lions seront à la savane, et les léopards seront de l'autre côté, et les serpents rester là-bas. Comment ils peuvent délimiter les espaces? Ils prennent le temps. Et comment les animaux, ils ont trouvé cette entente en parlant dans quelle langue? Mais pourquoi pas les hommes? Pourquoi pas une femme et un homme qui veulent se marier, qui veulent vivre ensemble? Pourquoi ils ne prendront pas le temps de se convenir, de prendre le temps d'échanger, en tout cas de se mettre? C'est tout ça mon problème. En fait, donc c'est pour ceux qui veulent se marier. Non, non seulement pour ceux qui veulent se marier, mais je suis en train de voir aussi pour ceux qui ont qui sont déjà dans le mariage. Mais on est déjà, même si la guerre venait. Non, non. Mais c'est pourquoi je dis, ceux qui étaient en guerre, comment ils ont arrêté et puis ils sont venus se convenir. C'est-à-dire, pour ceux qui sont déjà mariés, même s'ils sont en guerre ou pas, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui aspirent au mariage un jour, et même pour nos propres familles. Parce que ce que nous ne savons pas, dans la sociologie et dans l'anthropologie, la famille est la cellule de base d'une société. Comme la cellule de base, c'est la famille. Et la famille est composée de quoi? Nous connaissons la définition de l'école primaire, du père, de la mère et des enfants. Ça, c'est notre définition. Alors, s'il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. C'est qu'il y a aussi des grands-parents. C'est que ces enfants-là, un jour, devront aussi se marier. Donc, ça concerne les familles, ce message. C'est-à-dire, c'est qu'on veut dire, concerne non seulement ceux qui sont mariés, mais ceux qui aspirent aussi, même ceux qui étaient déjà mariés et qui devront épouser leurs enfants. Ça les concerne aussi. Ils doivent se convenir. C'est pourquoi même, regarde, chez nos autorités civiles, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu partenariat, vous vous êtes mariés, et puis après vous allez à la commune, et à la commune, on vous appelle, pour vous montrer, attention, vous voulez vous marier. Il y a des régimes, donc il y a des conventions. Oh, mais je vous dis. Les régimes matrimoniaux. Oh, mais ce sont des conventions. Ce sont des conventions. Le mariage est une association ou un groupement de différents intervenants. Vrai ou faux? C'est clair, c'est vrai. C'est parce que c'est une association. Les mariés, qui sont appelés à se mettre en commun. Donc, ils sont appelés à être ensemble. Parce que c'est un partenariat. Ils sont appelés à se mettre ensemble. Comme ils devront se mettre ensemble, c'est qu'il doit y avoir des conventions. C'est pourquoi chez l'autorité civile, il y a des conventions, c'est que nous appelons les régimes. Citez-le par. Nous avons 3 régimes ici chez nous. Hein? Oui, ici chez nous. La communauté universelle des biens. Ok. Il y a la séparation des biens et la participation réduite aux acquis. Mais pasteur, les régimes matrimoniaux aussi, vous savez, on signe parce qu'on s'est dit, nous ne sommes pas, les gens ne sont pas assez suffisamment informés à ces sujets. Mais voilà pourquoi nous avons... Quand vous allez juste à la commune, nous avons les régimes, communauté des biens, réduit aux acquis. On vous donne seulement, vous allez choisir quoi? Vous signez, peut-être sans en avoir discuté, sans en avoir parlé. C'est pourquoi c'est toute la place de cette émission. C'est toute la place de cet enseignement. Le problème à l'Église. L'Église n'instruit pas les enfants qui vont se marier avec ces informations-là, ils se disent, ça m'a commune. Non, pasteur, mais vous ne pouvez pas rejeter toute la faute à l'Église. En tant que fiancé ou bien personne aspirante au mariage, je dois aussi m'informer moi-même. Tout ne doit pas passer par l'Église. Est-ce que tu connais les intentions des personnes qui vont se marier? Nous allons en parler dans cette émission. Oh. Si l'Éternel nous accorde le temps, nous en parlerons. L'Église nous apporte la parole de Dieu, c'est vrai, mais aussi nous parler des régimes matrimoniaux. Il y a dans nos églises... L'Église va nous montrer comment on va prier, quand la guerre, quand les difficultés arrivent. Voilà pourquoi nous avons même des problèmes dans nos églises qui devrions même être évités. Écoute, je donne un exemple. Allez-y, pasteur. Nous avons aujourd'hui dans nos églises les départements de couples et familles. Dans les départements de couples et familles, on ne peut pas avoir honte de parler de la sexualité. On ne peut... Oh non, ma médecine. Non, on va en parler clairement. On ne peut pas avoir honte des régimes matrimoniaux. On ne peut pas. Il faut dire aux jeunes gens
qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont choisir. Ils le choisissent pourquoi. On ne peut pas avoir honte de parler, par exemple, de la drépanocytose. Parce que vous allez vous marier. Bon, il faut qu'on vous prévienne. Est-ce que vous source bêta génétique? Mais voilà, il faut qu'on prévienne aux jeunes mariés. Au positif, groupe sanguin. On confond le groupe sanguin avec l'état génétique. Mais c'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a des couples qui donnent des enfants qui sont anémiques et ça pose problème. Maintenant, tout ça. Non, ce n'est pas question de sorcellerie. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai posé la question à l'un de mes frères qui veut se marier récemment. Je lui ai dit, est-ce que toi, avec ta fiancée là, vous avez déjà fait l'électrophoreuse? Il me dit, sans me répondre à ma question, il dit d'ailleurs, non, mais vous voyez l'ignorance. Tu vois l'ignorance. Les années, tu vas sommer le pan, on va salir ma boulou. Mais la lube va tabana. Sans oublier que ma boulou, botiki, on a banana, kati. C'est-à-dire, il faut penser à parler de tout ça. Les régimes, oui, communauté des biens, ça veut dire quoi? Les gens ne pensent même pas à poser la question. Ah, vous vous mariez, mais non, communauté des biens. Oh, mais communauté des biens, ça signifie quoi? Demande, ça signifie quoi? Tu vas signer communauté des biens, quand ils vont arriver dans le mariage, chacun gère ce qu'il a apporté dans le foyer. Non, mais oui, ça, c'est pour moi. Oh non, mais généralement, les communautés des biens là, les gens ne lisent pas, ils ne savent pas que ça veut dire que même si tu as ton téléphone, et que bolingo beba na keba ba bien na bino boko risquer bo kabola pam na téléphone. Oh, je te dis. Oh, pasteur. Mais c'est pour te dire que attention bien. Téléphone. Attention bien. C'est-à-dire ton compte bancaire. Ce que l'inget la yo ko ke na communauté de bienté. Maintenant, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Le jour où j'ai appris auprès des juristes à la commune, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais il dit, mais pasteur, vous appréciez que vous mikanda ou vous y habitez. Toi, tu signes communauté de biens, mais aux gens, on a un compte bancaire, 18 000 $. Moi, si, Azagi, 800 francs. Mais tant que vous signez communauté de biens, 18 000 $, ça fait 9 000. Et c'est bien balé. On a bimisa na kaboli na tinde linda ko on peut gérer. Mais il y a que ba dépense c'est comme binom balé. Il faut vous en convention. Il faut se convenir. Il faut ça moi sinon non tala na sali ngape na sali boy. Collègue la moi cité. Et puis ce qui est inélibino, ne t'en fais pas. Parce que ça peut arriver. Nous n'encourageons pas le divorce, mais ça peut arriver. Et si ça arrivait, mets-toi en tête, on va suivre tout avec tous les détails possibles. Qu'est-ce que vous aviez auparavant? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Et comment vous allez faire pour vous les partager? Pasteur, donc quand on se marie sous le régime communauté universelle des biens, donc on n'a plus rien pour soi. Non, mais tout ce qu'on peut avoir, même si c'est par mes propres efforts. Mais non, mais c'est pour nous deux. Si c'était par tes propres efforts, alors il fallait parler déjà de séparation des biens. Non, c'est une question, pasteur. Non, le problème, nous devons en parler. Pour moi-même, je peux percer toute une émission ne parlant que de ça. C'est-à-dire la communauté des biens. Tout ce que toi, homme, parce que les familles des hommes, okotaki libala okotaki ndeko na biso na ba mituka na ye abala ngana communauté ni batu na oyaki na ni oyaki bilamba oyaki na bilamba yo to mona ndeko oyaki na sac na sachet na bilamba mais asinyaki mikanda communauté de biens donc ils biso mibale comme constater peu importe ce que tu diras, va à la commune, on va t'expliquer auprès de l'autorité civile. Si tu veux te marier sans que ces histoires-là ne pèsent sur toi, mais choisis la séparation des biens. Et cette chérie, pardon, je peux donner un exemple. J'ai une sœur qui m'a parlé de son cas, qui me dit, pasteur, Tamutozo Bala, curieusement, tout signé, tout solo, mon père déjà ça, la commune, il a écrit communauté des biens. Oh, la femme lui dit, mais on ne s'est pas entendu. Mais on doit d'abord se convenir. Oh, qu'est-ce qu'il y a à se convenir là-dedans? Les gens généralement ne changent pas là-dessus. Ils signent seulement quand ils arrivent à la commune. Quand j'ai essayé de suivre le cas de la sœur me dit, mais pasteur, vous savez pourquoi? Parce que mon père, qui était un homme riche, m'avait légué des biens. J'ai des étendues de terre, j'ai beaucoup de choses. Alors l'homme s'est dit, bon, ami côté là, non aussi ça m'envoie.
Donc l'homme a déjà des calculs, il s'est dit, bon, je vais épouser cette femme. Mais après 2-3 ans, on va rompre, et puis on va se partager les biens. Et la femme a refusé de signer. C'est pourquoi je dis aux gens, tu es libre de dire non, parce que c'est une convention. Si à Genève, on a dit, je n'ai pas pris le temps d'énumérer quand même, j'ai vu, il y a quelques nations qui ont refusé de signer les conventions de Genève. Non, mais vous êtes libre. Si tu trouves que les clauses là ne vous concernent pas, non, oh, ça n'arrêtait pas mon attention. Alors, ne signez pas. Mais pasteur, si je refuse de signer la communauté universelle des biens, et le mari, moi je ne suis pas d'accord, moi je veux la séparation de biens, le mari veut la communauté universelle de biens, mais on ne se met pas d'accord. Moi je dis non, lui dit oui. Et comment est-ce qu'on peut se marier? Donc, non, mais alors, ne vous mariez pas parce que la sœur dont il est question ici, elle s'est séparée de son mari. Parce que l'homme voulait à cause tout des prix. biens. Non, mais l'homme a dit non, c'est qu'il n'y avait pas l'amour, pasteur, c'est qu'il n'y avait pas l'amour. Mais voilà pourquoi je te dis que cette émission a toute sa place. Cette émission a toute sa place à l'église. Il faudrait que les pasteurs tiennent compte de cet élément. Prenez vos fils et vos filles de l'église, mettez-les sous la table, parlez-en. Ce n'est pas un tabou. Dites-leur, il est question de communauté de biens que je vois ici. Ok, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas? Discutez. Pasteur, maintenant, parmi les 3 régimes matrimoniaux, il y a aussi la participation réduite aux acquis. On n'en parle presque pas. Hein. Presque pas. Ça signifie quoi? Presque pas. C'est-à-dire, au lieu que vous allez à Bino ensemble, c'est ce que vous aurez quand vous serez ensemble. Okay. Donc chacun vient avec son compte. Tu avais ton compte de 2000 $, le mari avait son compte de 500 $. Ok, vous gardez vos comptes. Chacun. Oui. Mais puisque vous êtes maintenant ensemble, tout ce que vous recevez ensemble sont des biens à partager. Alors là, on doit énumérer chacun ce que déjà apporté. Mais voilà. Moi, j'ai emmené une parcelle. Moi, j'ai emmené telle chose. Ça pose problème parce qu'il y a maintenant des secrets. Il y a certains qui ne se dévoileront pas. C'est pourquoi je dis que c'est une question de convention. Mais ça va donner naissance à l'hypocrisie. Non, mais exactement. Beaucoup de couples sont des hypocrites. Ça, vous ne le savez pas. Vous vivez en couple, mais la femme est en train de faire quelque chose quelque part. La femme est en train de construire, mais l'homme ne le sait pas. Beaucoup de couples font ça. Vous vivez des mécapiens. Vous vivez en couple, mais l'homme, il a déjà acheté une maison pour sa mère. Mais pourquoi vous ne le faites pas ensemble? Vous êtes un couple. Pourquoi vous ne vous associerez pas pour fonctionner ensemble? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas apprendre. Apprenez, il y a ce qu'on appelle la participation réduite aux acquis. Alors, dites-vous la vérité. Ma soeur, mais sache que nga, na 2 jeep nanga. Yo na IST na yo, na esprit de vie na yo boulaka. Ok, là, il y a yo ou yanga. Parce que nous sommes ensemble, qu'est-ce que tu mets en partie pour que nous puissions fonctionner? Tout ce que vous allez recevoir après, ça vous revient à vous deux. Et si ça ne va pas entre vous deux, ok, vous commencez d'abord par mettre à côté. Et puis le reste maintenant, c'est pourquoi moi, je me pose toujours des questions. Il y a divorce. Parce que maintenant, comme Babana, oh, Bana 3, et très souvent, vous savez que la femme est privilégiée dans cette matière-là. Et puis après l'homme commence à aller donner l'argent. C'est compliqué. Voilà pourquoi évitez les divorces. Pour bien éviter les divorces, Convention de Genève, mettez-vous à table, échangez. Pasteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Non. Vraiment, pasteur, nous sommes déjà arrivés à la fin. Oh là là. Mais nous n'avons pas fini. Je sens que vous avez encore... Ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. Oh mon Dieu. Ok, mais pour ce soir, nous pouvons retenir que les conventions, pour ce qui nous concerne dans le cas de notre code de famille, en RDC, les conventions, ce sont les régimes matrimoniaux. Pasteur, je crois que nous allons continuer prochainement avec ce thème qui est, en tout cas, ça nous laisse avec une soif. Nous passerons même dans les églises. Mais la télé, c'est les temps, nous n'avons pas de choix. Dieu nous fera grâce. Merci d'être passé, pasteur. Que Dieu soit béni. Fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de
Notre magazine Ménuram, ce soir nous avons parlé de la Convention de Genève. En fait, c'est un thème qui parle de la guerre. Vous connaissez la Convention de Genève, mais nous avons fait un lien entre la Convention de Genève et le mariage parce qu'on nous a dit que les régimes matrimoniaux, ce sont les conventions pour nous. Nous nous retrouvons prochainement, toujours avec notre invité, par la grâce de Dieu, pour la suite de ce thème. D'ici là, restez branchés sur notre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Je vous retrouve à 18 h le jeudi prochain. Au revoir.